Gilles Gansman. Bonjour à tous et bonjour Gilles Gansman. Ah là là, je fais le tour de la radio moi, avec la place de Valérie. Je teste tout le monde. Alors, vous faites. Alors à Patrick Roger, je lui ai donné 19. Je peux pas faire autrement. C'est un peu d'échecu. On explique, c'est le grand chef. Bah donc oui, il a forcément 19 tout le temps. Forcément. Après, j'ai eu Jean-François. Jean-François, c'était pas mal. Ah. Jean-François, je lui donne un 16 en progression. Et puis vous êtes ma chouchoute, je vous donne 21. Ah, c'est trop mignon. Merci beaucoup, voilà. Gilles. Allez, on est ensemble cette semaine. Sachant que Valérie est à 25. Est à 25 et elle est indétrônable. Évidemment, on lui souhaite de passer une très belle semaine, Valérie. Et nous aussi, on va passer une semaine fort intéressante au niveau des médias. Alors, on a un œil tout au long Valérie va bien, elle est en vacances. Oui, c'est ce qu'on explique. Rassurons nos éditeurs. Simplement, on va avoir un œil tout au long de cette émission sur ce qui se passe du côté du tribunal de Paris, évidemment, avec les informations concernant la décision autour du Rassemblement national, dont on parlera beaucoup tout à l'heure avec nos 4 débatteurs. On va tenter de se mettre d'accord, on verra ça avec eux. Dans un instant également, on va parler d'un monsieur qui avait été un des chouchous des Français à la télévision, et pourtant il méritait de le connaître un tout petit peu différemment. C'est Pierre Bénichou, puisqu'un livre lui est consacré par le journaliste et notre confrère au Figaro, Benjamin Puech, qui sera notre invité tout à l'heure dans le supplément média à partir de 10h30. Et oui, il faut dire que il a connu un peu tout le monde et le Gotha, comme on dit. Et puis on devrait avoir une journaliste pour nous parler d'un documentaire sur Mazan, avec une démarche assez intéressante, puisqu'elle a été rencontrer ceux qui ont violé Madame Pellicot et la déflagration qu'il y a eu dans les familles. Et c'est le témoignage des proches, les maris, les femmes, les enfants de ces hommes ordinaires. Peut-on se reconstruire quand on connaît la face sombre de quelqu'un qui vit avec vous et à vos côtés pendant des années? C'est sur Téva. Ce sera jeudi soir. On y reviendra dans un instant avec Alissa Macni, la réalisatrice, l'une des 2 réalisatrices de ce documentaire consacré à l'affaire Pellicot, les femmes de Mazan, parce qu'on a parlé des hommes de Mazan, mais aussi les femmes de Mazan, ces compagnes de ceux qui ont comparu, qui ont été au procès, ces 51 hommes qui ont comparu pour avoir abusé, violé à plusieurs reprises Gisèle Pellicot. Allez, tout de suite, c'est l'heure du zapping, Gilles. Sud Radio Média, l'instant zapping. Christina. Oui. 30 petites secondes, seulement 30 secondes pour détruire. 30 secondes durant lesquelles la Terre a tremblé en Asie. Alors pour se rendre compte, 30 secondes, c'est le temps d'une publicité en radio. Il y a une publicité de 30 secondes, et en Birmanie, ces 30 secondes, eh bien, tout s'est effondré. La terre a tremblé pendant une interminable minute. Ici à Bangkok, vous voyez, les piscines sur les terrasses au sommet des gratte-ciels sont transformées en immenses cascades. La puissance du séisme est telle que cet immeuble en construction d'une 30aine d'étages s'effondre sur lui-même au sol. Les ouvriers filment avant de s'enfuir. Rien ne résiste. Les dégâts dans la capitale thaïlandaise sont considérables. À Bangkok, plusieurs immeubles se sont effondrés. Il était environ 13h, heure locale au moment du séisme. Les rues étaient donc pleines, les bureaux aussi. Il a fallu parfois dévaler des dizaines d'étages dans la panique pour fuir. Certains étaient coincés dans l'ascenseur et il a fallu les en extirper. Et puis le métro, sous terre, regardez les wagons, toujours à Bangkok, secoués comme des coquilles de noix. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le pays le plus touché, c'est la Birmanie, et que la junte birmane refuse toujours toute aide internationale. Ah non. Les journalistes ont accepté. Oui, mais par exemple, les journalistes ne peuvent toujours pas rentrer pour constater effectivement ce qui se passe. Mais l'aide internationale rentre au compte-gouttes dans le pays. Donc, il faut aussi se rendre compte, parce que 80% de certaines villes sont totalement détruite, et le bilan 3 jours après, on le sait, c'est toujours une course contre la montre après ces tremblements de terre. Le bilan humain est très important, avec des villes entières qui sont ravagées, mais surtout les populations qui sont dans la crainte et l'angoisse des répliques qui continuent de secouer cette partie-là de l'Asie, avec des déflagrations, des habitants qui ont plus d'eau, plus de courant, plus de quoi alimenter. Puis les images sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on voit les images en quasi-direct avec ce qu'on a entendu dans l'extrait, les cascades d'eau qu'on voit. On voit même des gens qui se filmaient à la piscine.
c'est assez fou. C'est assez fou et c'est la soudaineté. C'est toujours la grande inquiétude des zones à forte densité sismique. C'est de savoir quelle va être la prochaine grande réplique, ou en tous les cas ce tremblement de terre et qui fait des ravages. Et donc l'idée de la construction. Alors effectivement, ces images dans les piscines sont très impressionnantes, mais ce qui est encore plus impressionnant, c'est que ces buildings sont restés debout. Donc ils sont aussi capables d'encaisser les chocs. Et c'est toute cette culture aussi du risque sismique qui est intéressante. Moi, je peux vous dire que je ne prendrai plus de bains sur des piscines, en haut des rooftops. En haut des rooftops. Surtout, imaginez si je tombe sur quelqu'un qui passe, alors là, c'est de la double catastrophe, double peine. On va parler ensemble du procès dit de Mazan dans la deuxième partie, et le viol, évidemment, de Madame Pellicot, organisé par son mari. Il y a eu un autre procès où des femmes sont au cœur du débat, c'est le procès de Gérard Depardieu. Mais alors, ce qui fait également débat dans ce procès, c'est la violence de la défense de l'avocat de Gérard Depardieu, Jérémy Assous, dont certains accusent de misogynie, et aussi d'une agressivité qu'on a rarement vue contre les journalistes. Alors il y a eu 2-3 images avec un journaliste de Paul Laroutourou, de LCI, mais vous allez voir qu'il a eu le même comportement avec un journaliste de Célébdo de France 5. Ça vous intéresse qu'elle a dit ? Bah bien sûr. Elle dit que vous agressez l'autre côté de la barre. Je sais entendre. Qu'est-ce que vous lui répondez ? Je vais répondre à tout le monde. Pourquoi vous aurez de l'exclusivité ? Pourquoi pas, puisque je suis là avec vous ? Parce que je veux pas. C'est par confraternité vis-à-vis de vos collègues. Ah, vous êtes confraternel ? Bah, bien évidemment. Parce que votre confraternité, elle n'est pas évidente dans la salle d'audience. Vous êtes avocat ? Non. Alors, pourquoi vous jugez de la confraternité ? Vous n'êtes pas avocat. Regardez, je vais me mettre à côté de vous pour vous filmer. Filmez-nous tous les deux. Voilà, un journaliste et un avocat. Faites votre métier, je fais le mien. Alors, il faut savoir que c'est un avocat qui est connu dans le milieu de la télé, des journalistes. Bien sûr. Jérémy Assous est un avocat très spécialisé dans la télé-réalité. Et puis, il a eu pour faire un fait d'armes, d'avoir, au moment de Koh-Lanta, d'avoir fait en sorte qu'ils soient payés et qu'ils aient des contrats parce qu'il a considéré, je crois que c'était peut-être au moment du Loft aussi. C'était des contrats de travail. C'était des contrats de travail et que de faire une télé-réalité était un travail. Et il avait attaqué la société à l'époque Adventureline qui produisait ces émissions et il avait gagné. C'est aujourd'hui, ils ont des contrats, tous les gens de télé-réalité ont des contrats. Ça a été un peu ce qui a fait connaître Jérémy Assous et un peu son fait d'armes. On l'appelle le braconnier du droit dans le jargon. Ah bon ? Oui. Ah bah je sais pas. Bah je vous le dis. Pas autre chose. Voilà. Un autre procès, cette fois de féminicide que vous avez suivi, Christine Bouillot. Vous allez pouvoir en parler. Celui de Shahnaz Daoud, brûlée vive dans la rue par son mari. Alors le journal Sud-Ouest, sur sa web TV, a publié Gérard, que vous avez rencontré, le témoignage d'un de ses voisins qui a assisté à la scène. Et il a raconté ce procès comme il l'a fait sur Sud Radio avec vous, au journal Sud-Ouest. Il y avait une femme qui était couchée sur le trottoir, la tête dans le caniveau. Et puis il y avait un homme qui lui déversait le carburant sur tout le corps. Moi j'étais un peu en sidération quand j'ai vu ça, parce que vous vous demandez si c'est vrai, si vous rêvez. Quand je me suis ressaisi, je suis sorti sur le trottoir, je l'ai invectivé, je lui ai foncé dessus pour tenter de l'arrêter. Quand il s'est penché avec le briquet, elle se rendait compte de ce qu'allait lui arriver. Donc elle a crié. Quand il s'est relevé, il m'a braqué avec un pistolet. J'ai cru que j'allais mourir. D'un seul coup, il est parti en petite foulée de l'autre côté de la rue. Je suis foncé dans mon garage, j'ai pris des couvertures, et puis mes couvertures ont pris feu. Puis là, il y a une dame qui est arrivée avec un extincteur, et puis après, vous vous retrouvez que tout ça dans la tête. Oui, c'est procès très difficile, très douloureux, qui s'est terminé et soldé par une peine à perpétuité pour le mari de Shahnaz, qui est morte immolée par le feu dans une rue de Mérignac, c'était il y a 4 ans. On a pu voir là aussi, puisqu'on va parler de ça avec le procès de Mazan, les dégâts collatéraux aussi autour de la famille. Shahnaz avait 3 enfants. Ces 3 enfants vivent en France. Ce sont ses parents qui ont plus de 75 ans aujourd'hui qui s'en occupent, qui les élèvent. Donc il faut aussi entourer et accompagner les enfants.
enfants, et les enfants aussi du premier mariage de l'accusé, qui doivent aussi se reconstruire en sachant ce que leur père a fait. Donc c'est effectivement très très douloureux. C'est des déflagrations que l'on maîtrise mal finalement, nous grand public, quand on voit ces faits divers, on les lit, on les observe, ça nous heurte, mais au final on mesure pas tout ce qu'il peut y avoir de conséquences derrière. Mais un procès très digne, avec véritablement le temps pour les jurés de comprendre la mécanique, puisqu'on a jugé des faits, mais on a aussi jugé un homme, la mécanique qui mène à cet acte irréparable de quelqu'un qui en veut à mort à sa compagne qui souhaite partir. Et j'ajouterais, Gilles, que cette affaire n'est pas tout à fait terminée, l'affaire Chahinez, parce que en 2021, quand le drame était survenu, il y avait eu véritablement un fil de faits qui avait mené au passage à l'acte et qui n'ont pas été détectés par les autorités judiciaires comme policières. Et la famille intente un procès contre l'État pour faute lourde. Il y a plusieurs fonctionnaires de police du côté de Mérignac qui ont été sanctionnés administrativement parce qu'ils n'avaient pas pris en compte une plainte, une main courante qui avait été déposée par la victime. Et donc la famille se retourne aussi contre l'État pour dire voilà, il y a eu des failles et c'est important. Dernière chose, à l'époque des faits, tout le monde s'était interrogé sur comment se fait-il qu'elle n'avait pas un téléphone grave danger, parce qu'on savait que l'homme était violent, que l'homme tournait autour du domicile familial, qu'il sortait de prison, qu'il en voulait, qu'il la harcelait. Et à l'époque, on s'était rendu compte qu'il y avait à peine une centaine de téléphones grave danger en France pour protéger les femmes d'actes de violence. Aujourd'hui, il y en a pratiquement 4000. Donc on voit aussi que les choses avancent, mais pas forcément assez vite, parce que le jour de l'ouverture du procès, on apprenait un autre féminicide du côté de la Dordogne, où là c'est un ancien conjoint qui a tué sa femme et la fille de cette femme aussi. Donc 2 morts dans un petit village de Dordogne. Ça a suscité une énorme émotion aussi. Il y avait une marche blanche qui était organisée dans le village en mémoire des 2 victimes. Mais moi, j'ai pas compris comment quand ils mettent l'essence sur cette femme, personne n'intervient. Il est 6h du soir. On est fin de confinement. 2021, on a encore tous des masques sur la figure, et lui est tapi dans une camionnette qui est garée à 100 mètres de la maison de Chahinez, une camionnette qu'il vient d'acheter, donc elle ne la connaît pas, et qu'il a complètement équipée de panneaux avec des œillets pour pouvoir observer et la surveiller, et il est devant, c'est-à-dire que les faits se passent devant sa camionnette, donc il surgit à ce moment-là, et ça se passe en moins de 2 minutes, donc très difficile, et le témoin raconte qu'en plus de ça, il était armé, une arme lourde, donc difficile d'intervenir avec quelqu'un qui vient de tirer 2 balles dans les jambes de sa victime avant de la brûler. On va finir avec de la musique. Il était le cardinal sulfureux. Sulfureux parce qu'il a failli aller dans la tentation. Avec le recul, vous savez de quoi je parle, des oiseaux se cachent pour mourir. Et oui, série culte, et puis qui a été un succès tellement mondial, qui a révélé donc Richard Chamberlain, qui a fait basculer le cœur des jeunes filles à l'époque. Il vient de nous quitter. Enfin, dans la vie réelle, il faisait plutôt basculer le cœur des garçons. Il a déclaré son homosexualité à 69 ans. Exactement. Et ensuite, évidemment, parce que avec les oiseaux se cachent pour mourir, il avait un public très fort et très féminin, et c'était compliqué pour lui d'assumer son homosexualité par rapport à cette célébrité soudaine, et il a profité de ça. Mais en coulisses, c'était plus les garçons. Après, il a été un militant très LGBT. Il a vraiment soutenu la cause et fait un tas de choses. Mais en effet, ça a été sur le tard. On écoute le générique des oiseaux se cachent pour mourir. Ça va rappeler des souvenirs à nos auditeurs, mais surtout à nos auditrices. Il est là, le journaliste. Et le rouge antenne, oui, je disais, il est là, le journaliste du Figaro, mais ça sera après. C'est marrant, je me souvenais pas de la musique du générique, c'est drôle, avec les violons, etc. C'est pas le générique qui m'avait le plus marqué. Le titre, oui, ce qui est raconté aussi, parce que j'étais enfant, mais je me souviens de mes grands-mères qui regardaient ce générique et ce feuilleton de manière assidue, mais voilà, c'est effectivement Richard Chamberlain qui nous a donc quittés à l'âge de... il
allait avoir 91 ans très bientôt. Voilà, c'était effectivement très très récent. Allez, on s'arrête un court instant sur Sud Radio. On fait une marque, on fait une pause, et dans un instant, on va parler, puisque notre collègue Alissa Macni n'est pas arrivée pour parler de l'affaire Pellico, les femmes de Mazan. On va la voir par téléphone. Et on va parler aussi de Pierre Bénichou à travers un livre qui est signé Benjamin Puech, journaliste au Figaro. Allez, à tout de suite. Le 10h midi, Sud Radio Média, Christine Bouillot, Gilles Gansman. Sud Radio Média, l'invité du jour. Et notre invité signe un documentaire avec notre consoeur Delphine Velter, c'est Alissa Macni. Bonjour Alissa. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, jeudi soir sur Téva à 21h, un documentaire événement, c'est l'affaire Pellico, les femmes de Mazan. Autrement dit, vous êtes allés à la rencontre des épouses, des compagnes, des sœurs, des filles de ces hommes, ces 51 hommes qui ont été jugés lors du procès de Gisèle Pellico devant le tribunal judiciaire d'Avignon. Une affaire médiatique retentissante, sans doute la plus retentissante de ces dernières années en France, et qui pose la question du consentement. C'est pas ce que vous avez voulu savoir. Vous vous êtes intéressé aux épouses et aux compagnes, comment elles vivent les révélations concernant leurs conjoints qui ont violé Gisèle Pellico. Pourquoi avoir choisi cet angle-là ? Écoutez, avec Delphine, c'est un angle qui nous a rapidement sauté aux yeux, je pourrais dire. On s'est rendu sur place, on a assisté aux auditions donc de ces hommes, de ces femmes. Et c'est vrai que on s'est tout de suite dit que la presse avait énormément parlé de Gisèle Pellico, du profil de ces hommes, mais qu'au final, on avait assez peu parlé de leur entourage. Et c'est vrai qu'en écoutant les témoignages de ces femmes-là à la barre, on les a trouvés très intéressants. Et on a voulu justement les retranscrire dans ce film, ce qui n'a pas été une mince affaire. Alors on a Samia qui est épouse d'un accusé, Patricia et Coralie. Coralie est la fille d'un des accusés, Patricia la femme. Il y a Lisa, Nathalie, Clara et Fanny qui témoignent. Qu'est-ce qui vous a étonné le plus dans leurs réponses? Et moi personnellement, en regardant votre documentaire, ce qui m'a surpris, c'est le pardon. La plupart pardonnent. Alors après, il ne faut pas oublier que c'est des réactions qui ont été prises à chaud. On les a tournées à chaud et donc possiblement dans le temps. Peut-être que leur vision pourra évoluer. Faut quand même, c'est le parti pris qu'on a voulu choisir avec Delphine. C'est de leur donner une parole libre, sans les juger. Moi, je ne dirais pas que j'ai été choquée. Ce qu'on venait chercher, c'était vraiment moi, je vous ai pas dit que j'étais choquée. Je vous ai dit que j'avais été surpris de la façon dont, alors, la plus émouvante pour moi, c'est Coralie, la fille qui dit qu'elle défendra son papa quoi qu'il arrive, et Samia qui a repris la vie avec la personne accusée, et elle explique qu'elle lui a pardonné, et on a même une image où ils vont ensemble au procès. Tout à fait. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'elle pardonne. Elle pardonne leur fils, leur conjoint, leur papa sur les conséquences que ça a eu sur elle, mais elle ne pardonne pas du tout les faits. Et c'est ça qu'il faut bien entendre dans leurs paroles et dans le film. C'est-à-dire qu'elles condamnent leurs actes envers Gisèle Pellico, mais elles arrivent, elles, à pardonner les conséquences que ça a pu avoir sur elles, je dirais même les répercussions, puisque elles le disent elles-mêmes, qu'elles se sentent victimes collatérales, et qu'elles ont réussi en un temps imparti, qui est d'à peine 3 ans, d'avoir ce cheminement que la psychologue appuie d'ailleurs, de faire ce cheminement-là et d'en arriver à pardonner et à soutenir jusqu'au verdict. D'ailleurs, Samia le dit au moment du verdict, et c'est très fort, que quelque part, elle se sent soulagée que cette décision a été rendue, et que le procès soit derrière elle, parce que ça a été vraiment une deuxième claque, je dirais, pour elle, de vivre cette exposition médiatique pendant 4 mois.
Justement, elle se considère comme des victimes, elle aussi, collatérales de cette affaire. On parlait tout à l'heure du procès du meurtre de Chahinez devant les assises de la Gironde la semaine dernière, où on a vu, par exemple, la famille, les proches, l'ancienne compagne de cet homme qui a assassiné sa femme dans des conditions atroces, qui sont des victimes collatérales, hein, qui sont pas reconnues comme telles tout de suite par la justice, mais qui doivent avancer avec cette histoire qui est lourde. Est-ce qu'elles le vivent comme ça, elles, ces femmes de Mazan, comme vous les appelez? Oui, elles le vivent comme ça, parce qu'au final, quand les noms ont été dévoilés et que la liste a été dévoilée, leurs hommes étaient, on va dire, pour la plupart, certains encore incarcérés, et que c'est elles qui au quotidien vivent entre guillemets ces représailles, c'est-à-dire des menaces, leurs enfants à l'école qui ont les réseaux sociaux, qui se retrouvent à se faire insulter dans la cour de récréation. Voilà, c'est-à-dire que c'est un quotidien. Certaines ne peuvent plus aller manger dans leur restaurant préféré parce que le patron a décidé qu'elles étaient les compagnes, donc forcément complices, et qu'il faut pas oublier dans l'histoire que c'est cette femmes qui témoignent dans notre documentaire n'étaient en aucun cas au courant des faits de leur conjoint, fils ou papa. Et c'est ça d'ailleurs qu'on voit dans le documentaire, c'est qu'elle ne pouvait pas l'imaginer, et surtout ce qui est assez étonnant aussi, c'est qu'elle culpabilise. Il y a, je crois que c'est Fanny ou Clara qui dit il avait des demandes sexuelles auxquelles j'accédais pas. Peut-être avec le recul, j'aurais dû accepter, mais c'était des choses que je ne voulais pas faire. Et on sent que ces femmes, elles culpabilisent en se disant est-ce que j'aurais dû peut-être faire plus attention à notre sexualité. C'est quand même incroyable que ces femmes soient dans la culpabilité. Oui, exactement, et c'est d'ailleurs pour ça que la psychologue le rappelle très bien, que aucune de ces femmes ne doit culpabiliser justement, et que c'est leurs hommes qui doivent porter cette culpabilité, et en aucun cas elles. Après, il est vrai que le cas de Clara est assez particulier parce que c'est pendant l'interview qu'elle a peu à peu réalisé qu'elle était en fait sous emprise pendant de très nombreuses années, ce qui n'a pas été le cas de la majorité des autres femmes qui décrivent leur conjoint comme quelqu'un de très doux, qui n'a jamais eu justement des demandes sexuelles particulières, qui ne s'est jamais montré violent. Or, Clara, il est vrai qu'il y avait une véritable emprise psychologique. Et justement, elle dit aussi quelque chose de très fort dans cette interview, qu'il n'était jamais assez satisfait en fait de leur relation sexuelle, et qu'elle était en fait quotidiennement rabaissée. Elle dit d'ailleurs qu'elle aurait préféré mourir que de se retrouver dans le lit de son mari à l'époque. Donc il est vrai que pour elle il y avait déjà un terrain très très compliqué. Pour vous, beaucoup disent il va y avoir un avant, un après le procès de Gisèle Pelicot dans le rapport homme-femme, et c'est ce que vous essayez de décrire aussi, hein. C'est-à-dire que cette relation du couple où l'on vit avec une personne finalement pendant des années sans forcément la connaître intégralement, avec cette part de mystère, comme peut y en avoir dans toutes les histoires judiciaires finalement. Qu'est-ce que vous en retirez, vous, Alissa, par rapport à ça? Bah écoutez, en tout cas, je trouve qu'on a posé cette question du consentement tout de même, et on le voit avec Fanny et son compagnon qui nous dit au tribunal que il n'avait aucune idée de ce qu'était quand même le consentement avant de se retrouver accusé. Donc j'ai envie de vous dire qu'on espère, en tout cas de notre côté, que ce procès puisse faire avancer les hommes dans leur réflexion, permettre aussi aux femmes de se rendre compte des agissements d'hommes qui ne seraient pas cohérents, et on espère surtout que les mentalités vont évoluer. Je ne vous cache pas que pour Delphine et moi, ça n'a pas été un film facile, hein, ça marque. Ça a été pour nous aussi 4 mois difficiles, hein, tous les jours à écouter ces débats, à se rendre compte que
on a beau être assez avancé, il y a encore beaucoup à faire sur les mentalités. Sur ces questions-là. Beaucoup de journalistes disent ça, tous ceux qui ont assisté aux audiences, de la violence, ou en tous les cas la cruauté, la dureté de ces débats, de ces 4 mois d'audience qui renvoient à beaucoup de choses. Toutes ces femmes sont... Oui, c'était édifiant. Non, mais c'était vraiment édifiant, et c'est vrai qu'on se rendait compte dans leurs paroles que c'était vraiment Dominique Pélicaud a dit que donc pour nous on pensait vraiment que comme c'était son mari, c'était tacite quoi, elle était d'accord. Enfin entendre ça, c'est vrai, à longueur de journée, c'est éprouvant. Justement la question du consentement qui doit être redéfinie dans les prochains jours, justement lors d'un débat à l'Assemblée nationale. Toutes ces femmes sont anonymes, ne voulaient pas apparaître. Souvent dans votre documentaire, elles parlent de honte, elles ont honte. Est-ce que donc elles ne veulent pas apparaître, mais est-ce que pourquoi elles ont accepté en fait? Qu'est-ce qui les intéressait à témoigner? Qu'est-ce qui les a convaincus d'apparaître dans un documentaire pour Téva? Alors, ce qui les a convaincus, je pense, c'est qu'on les écoute et qu'on arrive avec Delphine en leur disant qu'on voulait les entendre telles quelles. C'est-à-dire qu'on est vraiment arrivé sans a priori peut-être, voilà, par rapport à d'autres médias qui arrivaient sur elles en disant, vous savez, on a assisté aussi quand même à du public qui les prenait à partie devant nous. Vous n'avez pas honte, c'est dégueulasse. Si vous êtes là, c'est que vous cautionnez les actes de vos partenaires. Donc c'est vrai qu'elles ont vécu une grande violence en s'affichant à leur côté, et nous, il a fallu quand même beaucoup d'échanges. Pour certaines, il a fallu les rencontrer au préalable, les rassurer, passer par les avocats également, qui nous ont appuyés dans la démarche, puisque 3 avocates prennent la parole dans le documentaire. Et je pense qu'elles nous l'ont dit d'ailleurs dans le documentaire, qu'elles avaient eu l'impression à la barre de ne pas avoir réussi à parler de tout. C'est-à-dire qu'elles se sont senties quand même assez frustrées parce qu'il y avait beaucoup de stress quand on se retrouve face à des magistrats et puis face aussi à leur papa, conjoint, fils. La parole est peut-être moins libre aussi. Certaines ont témoigné, c'est le cas de Nathalie, la maman. Elle n'a témoigné qu'après le verdict parce que c'était aussi trop difficile pendant le procès. Il a fallu qu'elle entende la condamnation de son fils aussi pour se sentir un peu plus libre. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait quand même énormément d'enjeux et de pression pour elle. Et donc je pense que pour certaines, ça a été un moyen de relâcher cette pression, de se sentir aussi entendues et d'avoir à donner leur version. C'est surtout ça. J'en profite pour saluer Téva qui fait des documentaires sur la ménopause, sur un tas de choses, sur les combats des femmes. Et puis je salue également Géraldine Levasseur qui a produit ce documentaire, qui est une grande productrice qui va toujours chercher des choses différentes à produire. Donc saluons cette production française. Merci beaucoup Alissa Macni. Merci beaucoup. Et je rappelle que vous signez avec votre collègue Delphine Velter. Vous avez suivi le procès Pélicaud et donc interrogé des femmes de Mazan. Ça sera diffusé jeudi soir à 21h sur Téva et on vous le recommande. C'est vrai que cette affaire Pélicaud est une affaire, j'allais dire, à déflagration multiple. Donc on n'a pas fini de revenir et on attend toujours, je ne sais pas ce que vous en pensez Gilles Gansman, l'interview de Gisèle Pélicaud qui doit valoir très très cher sur le marché médiatique, cette interview. Vous en rêvez de l'interviewer, Alissa ? Je pense qui ne rêverait pas de pouvoir interviewer Gisèle Pélicaud. Maintenant, je suis comme vous, j'ai hâte de voir ce qui va être abordé, ce qui va être dit, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a un appel qui arrivera en fin d'année prochaine. Donc voilà, je suis comme vous, j'attends. Merci. Les femmes de Mazan, l'affaire Pélicaud, c'est jeudi soir à 21h sur Téva. Merci beaucoup Alissa. Et dans un instant, le complément et le supplément média sur Sud Radio. On va parler de toute autre chose, d'un personnage finalement qui a fait l'histoire de la télévision, mais on le connaissait assez mal sur d'autres aspects. C'est Pierre Bénichou, son portrait dans un livre signé Benjamin Puech, qui est notre invité dans un instant. À tout de suite. Le 10h midi Sud Radio Média,
Christine Bouillot, Gilles Ganzmann, Sud Radio. Le supplément média. Et le supplément média s'intéresse avec notre invité, journaliste au Figaro, qui sort ce livre, Pierre Bénichou, une figure de style. C'est vous qui signez ce portrait. Benjamin Puech, bonjour. Bonjour. Vous êtes intéressé à Pierre Bénichou, qui est devenu une star de la télévision, mais on connaissait mal son passé, on connaissait mal son histoire riche de rencontres, de filiations aussi, un passé. Pourquoi ? Parce que vous êtes plutôt jeune. Je suis plutôt jeune. Plutôt jeune. Merci. Vous vous intéressez à quelqu'un qui a marqué à ce point la télévision par son humour. Eh ben c'est ça. Alors aujourd'hui d'ailleurs on célèbre les 5 ans de sa disparition puisqu'il est mort le 31 mars 2020. Et j'aime bien ce que vous dites sur la filiation parce qu'à mon avis effectivement chez Pierre il y avait beaucoup de filiation intellectuelle, culturelle que j'ai essayé de faire apparaître dans le livre et qu'on connaissait effectivement mal puisque on le résume à un homme de radio qu'il a été. Et je pense qu'il a été un homme de radio comme il y en a eu peu par sa singularité, par son humour inimitable. Et de télé, on a tout essayé. Et de télévision, absolument, avec Laurent Ruquier qui l'a beaucoup accompagné, qui a été un peu son impresario d'une certaine manière, mais tout ça est arrivé, alors ça a commencé avec Philippe Bouvard en 1999 dans Les Grosses Têtes, où il était copain avec Carlos, avec Jean-Yann, avec Jacques Martin, il les connaissait tous depuis des décennies, et il a fallu beaucoup de temps à Pierre pour se convaincre qu'il avait peut-être, que ça valait le coup de se lancer dans cette carrière-là. Et moi, ce que j'aime chez Pierre Bénichou, c'est qu'il est devenu comique un peu par hasard, sur le tard. Jusque-là, il avait fait de l'humour, mais c'était sa vie, c'est ce qu'il était. Mais c'était du journaliste qui existe plus vraiment, c'était un journaliste mondain, et on pourrait dire un ragotier quand même. Alors un ragotier, moi je le dirais pas comme ça, je le dirais dans le côté observateur. Et d'ailleurs, il a été au Nouvel Obs depuis de 68 jusqu'en 2014. C'est que je crois que ça le définit bien. Il aimait tout. Les faits divers, la politique, l'histoire, jusqu'à la biologie, mais la il littérature. les fréquentait, c'est-à-dire qu'il y avait une collusion. C'est ça la différence, c'est qu'aujourd'hui, on ne fréquenterait plus, on n'irait pas dîner chez un tel ou autre. Ouais. Lui, il allait dîner chez les politiques, dîner chez les stars, et il y avait cette vraie collusion. Absolument, c'est-à-dire qu'il les regardait de près, il les observait, il était ami avec certains d'entre eux, avec beaucoup d'entre eux, parce qu'il a eu aussi cette chance de vivre à cette époque-là, de tutoyer Marguerite Duras, d'être copain avec Albert Cohen, de charrier Yves Montand, et on le voit d'ailleurs dans son recueil de nécrologie qu'il a publié en 2017, Les absents levé le doigt, et que vraiment je conseille à tout le monde. C'est parce qu'il les avait si bien connus qu'il a décidé de faire ces portraits-là avec, selon moi, une sensibilité rare. C'est ça qui m'a convaincu en fait d'écrire ce livre. Et j'aimais bien justement, pour ce livre, il a été chez Laurent Ruquier dans Tout le monde en parle, il était l'invité de Laurent Ruquier. Il a expliqué quand même qu'il n'aimait pas ce monde, et il a un peu témoigné, on a un peu découvert sa personnalité dans cette interview qui date des années 90, 95, non. 2000. Non, on n'a pas l'extrait. On n'a pas l'extrait. Ah bon, on n'a pas l'extrait. Mais je peux vous dire ce qu'il disait dans cet extrait. Il disait, il n'y a pas de grande gentille vedette. Ça, il y croyait pas. Ce que disait Trenet, il connaissait les ridicules de ce monde-là, et dans ses nécros, d'ailleurs, il les identifiait, ouais. Il y allait un peu au scalpel là-dessus. Alors, on rappelle aussi que c'était... Alors, on a l'extrait, on a l'extrait. Le type qui a été le plus fort dans la dénonciation des beaufs était beauf aussi, à 20%. Oui, mais c'était pas ma question. Parce que c'est comme ça, parce que tout est dans tout. Et c'est pas cette société que je déteste. Cette société, j'y ai vécu et j'y ai joui de cette société. Ce que je veux dire, c'est que je n'étais pas aveuglé. À redire ça, j'étais pas aveuglé par les bassesses, les petitesses et les mensonges de beaucoup de ces gens qui pourtant je continue dans ma mémoire à aimer. Voilà. Il y avait un challenge entre Coluche et Gainsbourg. C'est ce qu'on comprend à travers le portrait de Gainsbourg. Oui, bien. Coluche, il n'avait qu'une passion, c'était Thierry Luron, parce qu'il faisait plus d'entrées que lui. C'est ce dont je vous parlais dans la première partie. Il détestait à la fois ce monde de célébrités et de stars, et à la fois il les côtoyait. Tout à fait. Je crois qu'en fait, ça a été son théâtre, sa comédie. Et sa comédie humaine, qui rejoignait quasiment chaque soir, puisque c'était un octambule, où il plaisait, parce qu'il avait un talent fou, je crois. Alors, est-ce que ce talent était tellement important que c'est aussi ça qui l'a empêché de faire davantage ailleurs? C'est possible. Est-ce qu'il était coincé lui-même dans ce théâtre-là? Peut-être. Et je trouve que il y avait une phrase intéressante où il parlait de chez Lippe. Il avait son rond de serviette chez Lippe. Et un jour... Alors pour nos auditeurs, Lippe, c'est une brasserie célèbre à Paris,
Paris où se rendait le Tout Paris. Le Tout Paris, absolument. Et après la marque de montre aussi, qui avait été montée par la montre. Et donc, boulevard Saint-Germain, une conscience lui avait dit, mais Lippe, ce n'est que le paraître. Et il lui avait répondu que c'était vrai, mais que comme il n'avait toujours pas trouvé l'être au menu des restaurants, il continuerait de fréquenter chez Lippe. Alors on rappelle quand même que son père était prof de philo, ami proche de Camus, son oncle Paul était un historien de littérature et qui était reconnu aussi en tant que tel pour ça. Sa mère est la sœur de Georges Dayan, qui fut le meilleur ami de François Mitterrand, donc on voit qu'il baignait, et quand il peut les critiquer, c'est parce qu'aussi il vient de ce milieu-là, peut-être. Oui, je crois qu'il le voyait de très près, et notamment François Mitterrand, qu'un personnage, lui, il pensait qu'il serait jamais président de la République. Pourquoi ? Parce qu'il le connaissait trop. Comme on connaît si bien, j'imagine, de si près ces personnages, on voit trop les travers. Oui, est-ce que c'est un fait qu'il les a critiqués et qu'en même temps, ça a limité son ambition ? Peut-être. Voilà, que quand il est pas né dans des draps de soie, on peut pas dire ça. Laurent de cette époque-là c'était pas une famille bourgeoise, c'était une famille très intellectuelle, qui aimait terriblement les livres. Et il y avait une vraie passion, c'est-à-dire qu'il croyait pas en Dieu, mais il croyait en les livres. Cette espèce d'amour de la culture. C'est important chez Pierre. Est-ce qu'il y a un Pierre Bénichou qui existe aujourd'hui ? Est-ce que ça sera encore possible à l'heure des réseaux sociaux ? Je vais rebondir sur vous. C'était une grande gueule, en fait. C'était une grande gueule. C'était une grande gueule qui avait des choses à dire, qui avait un avis sur tout. Mais quand je le dis, c'est pas une critique, c'est parce qu'il avait beaucoup lu, parce que tout l'intéressait. Et je crois que c'était ça qui le rendait singulier. Ça répond aussi à votre question sur s'il en existe un aujourd'hui. C'est que quand il s'exprimait à la radio, dont on va se gêner, dans les grosses têtes, c'était de l'humour bien sûr, mais pas seulement. C'était aussi une analyse de la société sous tous ses côtés, dans les petits détails. Ça va pas seulement le monde des vedettes, mais ça va à le monde de la politique, à la littérature. Il essayait de comprendre les dessous, une passion humaine, et qui puisait dans ses filiations. Et je pense que voilà, c'est un homme qui a beaucoup vécu, et donc qui avait un regard et un humour singulier. Mais qui ne pourrait plus exister à notre époque, puisque c'était quand même de l'humour très misogyne, et il avait un regard sur les femmes qui était, on va dire, très patriarcal, non ? Alors, comme pour citer Pierre Bénichou, il disait toujours grossier, jamais vulgaire. Alors voilà, où était la limite entre la misogynie, le truc ? Bien sûr qu'il y en avait un petit peu, mais c'est ce que me disait, il y en avait, bien sûr, quand on regarde sur le papier, ça le faisait, mais c'est ce que me disait Philippe Geluck. Il me disait, c'est étonnant, à la fois, il pouvait faire des blagues, on avait honte de rire. Et en même temps, quand il entendait quelque chose qui lui semblait désagréable ou manquait de sensibilité, que ça, il pouvait devenir tout de suite éteint, abattu. Ouais, vous avez interrogé, vous parlez de Philippe Geluck, mais d'autres personnalités, notamment François Hollande, qui, au-delà de l'aspect ancien président de la République, l'homme politique, a beaucoup d'humour aussi, et qui se rejoint un peu sur certains points, je dirais. Oui, absolument. Alors, à mon avis, ils sont mieux connus qu'on pourrait l'imaginer, parce que quand François Hollande commence à entrer en politique des années 80, lui, Pierre Bénichou, est un des patrons du Nouvel Observateur, donc il le rencontrait là-bas, il se permettait de lui dire, c'est ce que m'a dit François Hollande, il se permettait de faire des observations que personne d'autre n'aurait osé faire. Donc c'est bien le côté grande gueule de Pierre qu'on retrouve. Et oui, je crois cette espèce de dérision comme mode de vie, pour pas dire philosophie de vie, mais au moins comme mode de vie, je crois que c'est un point commun entre les deux. Benjamin Pouèche, vous êtes journaliste média au Figaro. Donc je vais poser une question média parce que vous êtes dans l'émission média. C'est la petite cerise qui n'était pas prévue. Aujourd'hui et demain, France Télévisions est en grève. Pensez-vous que la fusion va aller jusqu'au bout ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette grève actuellement on rappelle dans à le nos auditeurs, public. Grève, fusion. Grève, ça veut dire qu'on ne travaille pas. Mais pourquoi il y a grève ? Parce qu'il y a effectivement le projet de loi qui va être présenté par la ministre de la Culture, de fusion entre l'audiovisuel public, la radio et la télévision, France Télévisions et Radio France. Alors, ce qu'elle va donner, je serais bien incapable... L'ORTF, en fait, on va faire. Ce que je serais bien incapable de vous dire où est-ce que ça va mener. Tout ce que j'imagine, c'est que ce sont des turbulences qui vont être prises en compte, qui vont marquer. La question, c'est de savoir jusqu'où vont aller ces turbulences. Et je crois que là, je viens de faire une langue de bois superbe. Gilles. Et parce que vous n'avez pas travaillé dessus. Elle sera seule candidate à sa réélection ou pas ? Est-ce que Delphine Ernotte, alors ce qu'elle m'a dit ce matin, non, elle m'a rien dit ce matin. Est-ce qu'elle sera candidate à ces réélections ? En tout cas, la seule chose que je sais selon les bruits qui courent, c'est qu'il y a beaucoup de candidatures. Voilà. Ah, ça c'est bien parce que tout le monde dit personne ne veut y aller en coulisses. On veut toujours aller à des postes pareils, même à la nage. mais c'est du Bénichou, ça. Voilà. Mais ça sera de courte durée, parce que lorsque la fusion sera annoncée. Si fusion il y a pas de dissolution avant, mon ami. Et après, oui.
Et oui, évidemment. Ne discutez pas. Hein. Et après, il y aura évidemment l'élection d'une nouvelle présidente pour le nouveau groupe. Voilà, on vous recommande chaudement ce portrait signé par notre invité Benjamin Puech, journaliste au Figaro, Pierre Bénichou, une figure de style, savoureux. Si vous avez aimé Pierre Bénichou, mais si vous voulez aussi connaître les coulisses de ces personnes qui ont fait les médias, finalement, on vous recommande ce livre. Merci beaucoup, Benjamin. Dans un instant, on va retrouver nos débatteurs et on va parler bien évidemment de ce qui est en train de se passer du côté du tribunal de Paris, avec la lecture qui a débuté par la présidente dans le procès du Rassemblement national, qui a commencé la lecture de son jugement. Elle a d'entrée annoncé que ça va être un petit peu long, a-t-elle prévenu, donc les décisions ne seront pas connues avant midi 20. En tout cas, je reste. 2 heures. Voilà. Dans un instant, on retrouve avec nos débatteurs. À tout de suite. Sud Radio, c'est votre opinion qui compte.